Certainement, dans votre domaine, travailler avec des personnes de cultures différentes, des chrétiens et des non-chrétiens qui cohabitent ensemble, des musulmans et des non-musulmans, des communautés chrétiennes particulières. Quand vous entrez dans notre église, dans l'église catholique, évidemment, vous verrez que dans nos paroisses, il y a cette diversité qui est très frappante d'ailleurs. Et voir aussi la réalité des prêtres venus d'ailleurs, comme beaucoup de franciscains qui sont ici, moi aussi. Donc vous voyez que la question de l'interculturalité est une question qui nous concerne tous, parce que c'est une réalité de fait. Mais, je dois l'avouer aussi, la question de l'interculturalité ne va pas dessous. Autrement dit, la diversité des cultures s'accompagne de plusieurs défis. Défis d'insertion, d'adaptation. On entend dire, mais ils ont du mal, ou il a du mal, ou elle a du mal à s'adapter et à s'intégrer dans notre culture. Défi de langue. Je sais qu'en Flandre, pour être accueilli aujourd'hui, il faut connaître d'abord la langue, ce qui est un élément important pour la socialisation. Défi de vivre ensemble, défi de l'altérité, de vivre avec l'autre, défi de la communication avec tout son lot d'incompréhension et parfois des conflits. La liste n'est pas exhaustive. Pourtant, penser l'interculturalité, c'est affirmer l'identité sans nier l'altérité de l'autre. C'est conjuguer le paradoxe du particulier et de l'universel, articuler les locales et les globales. Et au cours de cette communication, je préciserai dans un premier moment les concepts de culture. J'examinerai son incidence sur l'identité et l'altérité dans son alignement avec le paradigme de l'interculturalité, aussi bien que celui de la complexité. Dans le deuxième moment, je me permettrai de passer en revue quelques malentendus et défis interculturels avec une proposition de dépassement du vivre ensemble. Et en guise de conclusion, je proposerai le décalogue, ce que j'appelle le décalogue ou les 10 commandements de l'interculturalité comme perspective d'ouverture. Alors sans tarder, j'aborde le premier point, la culture. Étymologiquement, le terme culture vient du latin cultura, du verbe colere, qui signifie habiter, cultiver. Au départ, la culture désigne l'activité humaine de cultiver la terre. Et par extension, le terme culture s'est appliqué à la culture de l'esprit. Et dans ce sens, elle désigne l'éducation, tout ce qui touche à l'instruction et ce qui touche au raffinement de l'esprit. On dit qu'ils ont une culture très raffinée. C'est par extension. Plus globalement encore, la culture évoque l'ensemble des connaissances, des traditions, des coutumes, des traits distinctifs, des croyances, des comportements, des savoir-faire qui caractérisent une société ou un groupe social déterminé et qui se transmettent et se partagent de génération en génération. La culture, ici, c'est une observation pour nous tous, n'explique pas tout de la manière d'agir et de penser d'une personne ou d'une société. Ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Ce serait faire fausse route que de penser, d'expliquer tous les malentendus par le fait culturel. Parce qu'il y a aussi la personnalité, l'histoire personnelle, l'histoire familiale, l'histoire du pays, de la société. Tous ces éléments jouent
et façonne aussi notre manière de penser, d'agir. À l'inverse, la culture conditionne, oui, on peut dire cela, ça conditionne, beaucoup même, ça façonne en grande partie les comportements individuels et collectifs. Elle opère à la manière d'un iceberg ou d'un arbre. L'iceberg, c'est l'image, la métaphore de Cole qui utilise cela, ou un arbre, parce qu'il y a dans les deux cas les soubassements invisibles et interactifs que j'appelle l'implicite culturel actif. Je parle ici de l'image de l'iceberg, mais je parle aussi de l'image d'un arbre, parce que l'arbre a des racines que nous ne voyons pas, mais toute la partie supérieure d'un arbre est conditionnée substantiellement, essentiellement même, par les racines qui sont souterraines. On ne le voit pas. Et je me rappelle avoir écrit, en ce temps-là, quand je m'amusais avec la poésie, d'avoir écrit un poème, « La beauté est dans les racines ». La beauté, bientôt ce sera le printemps, la beauté n'est pas dans la floraison des fleurs, la beauté est dans les racines. Les fleurs sont le produit du terreau. Si le terreau fertile n'a pas été enrichi, vous n'aurez pas de belles fleurs. Il faut d'abord qu'on se salisse les mains, les doigts, pour finalement butiner et espérer avoir une bonne et belle floraison. Donc c'est pour cela que je dis que quand nous parlons de la culture, c'est très intéressant d'avoir à l'esprit ces deux images, l'iceberg et puis un arbre. D'ailleurs, ceux qui ont vu, je crois que ceux de ma génération, parce que vous n'êtes pas nombreux d'être de ma génération, je suis un peu d'une génération plus ancienne que vous. Ceux de ma génération qui ont vu les films Titanic, vous vous rappelez? Je crois que ça cognait à une dimension de l'iceberg qui était cachée, et c'était les drames qui étaient arrivés avec le film Titanic. Et la culture influence consciemment, mais aussi inconsciemment. En bref, nos modes de vie, nos comportements, nos attitudes, nos réactions portent l'empreinte de ce que j'appelais tout à l'heure l'implicite culturel actif. Ces éléments visibles, invisibles, constituent ce qu'on appelle des référents qui structurent nos manières d'agir et de penser selon que dans tel ou tel contexte, l'accent est mis sur la hiérarchie, sur la dimension collective ou individuelle, sur la conception du temps linéaire ou cyclique, ou encore en fonction du rapport homme-femme. Les éléments que je viens de citer sont influencés par l'implicite culturel actif, que nous ne voyons pas, mais quand nous réfléchissons, nous sommes devant quelqu'un